Le roi Arthur est évidemment le véritable héros de l'univers Camelot. Il va donc vivre et surmonter différentes épreuves pour peu à peu trouver son chemin et parvenir à ses fins, à savoir mener la quête du Graal. Le personnage est très riche, complexe et ouvre à de nombreuses interprétations. Dans cet épisode, je vous propose une analyse du mode de management qu'incarne le roi Arthur, le management plastique. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie du Désert et vous écoutez Manager Génération Camelot. Dans cette série de podcasts, je vous propose d'explorer l'univers de Camelot, écrit et imaginé par Alexandre Astier, pour réfléchir à la pratique de management en situation de crise. Dans ce 7e épisode, nous allons approfondir le mode de management incarné par le roi Arthur. Arthur Pendragon naît sur ce qu'on appelle la terre de Bretagne à la fin de la domination de l'Empire romain. Dans l'univers Camelot, à l'époque, la terre de Bretagne est alors aux mains de différents clans qui se déchirent et sur lesquels les Romains n'ont pas de véritable prise. Selon une légende locale, les clans parviendront à se fédérer quand apparaîtra l'élu, c'est-à-dire celui qui sera capable d'enlever une épée plantée dans un rocher de l'île. Les dieux, après avoir hésité, choisissent Arthur Pendragon comme élu. Guidé par Merlin et la Dame du Lac, il retire l'épée du rocher très jeune enfant. Pour éviter qu'il ne se fasse tuer par son père, Uther Pendragon, ou par d'autres chefs de clan qui verraient d'un mauvais œil l'apparition de l'élu, Arthur est alors caché et élevé chez un paysan. Lorsqu'il est assez grand pour le voyage, il est envoyé à Rome et intègre la Légion. Il n'a alors plus réellement de souvenirs, il ne se souvient pas d'avoir retiré l'épée ou d'avoir rencontré la Dame du Lac. Il vit comme légionnaire romain, apprend l'art de la guerre, la stratégie militaire, se lie d'amitié avec d'autres légionnaires. Adulte, il est repéré par un sénateur proche de César qui doit trouver le moyen de conquérir la Bretagne pour satisfaire le Sénat. S'appuyant sur la légende de l'épée et sur le fait que Arthur est breton, le sénateur demande alors à César de le nommer Dux Bellorum, c'est-à-dire chef de guerre, pour qu'il puisse conduire l'armée de César en Bretagne et fédérer les clans en prétextant la légende. Ce faisant, Arthur côtoie alors un César vieillissant, mais qui se prend d'affection pour lui et lui enseigne des principes de gouvernement. César lui enseignera notamment des principes qui fonderont la chevalerie sous Arthur, et plus particulièrement, il lui enseigne qu'il faut se battre pour la dignité des faibles. Ayant été propulsé très rapidement aux plus hautes fonctions militaires romaines, Arthur doute de son rôle et de ses capacités. Ces doutes ne le quitteront pas. Ces doutes existeront malgré l'aide de César, malgré les enseignements d'une riche et instruite romaine qui l'accompagneront dans la prise de fonction en tant que Dux Bellorum, et malgré également l'intervention de la Dame du Lac. C'est en effet à la même période que la Dame du Lac se manifeste de nouveau à Arthur pour lui rappeler qu'il est l'élu des dieux. Mais ces doutes ne le quitteront pas, et ce sont ces doutes qui vont peu à peu l'amener à structurer un mode de management très particulier. Arthur prend ses fonctions de roi de Bretagne après avoir retiré l'épée du rocher et après avoir fait croire aux Romains qu'il appliquait bien la stratégie prévue. En réalité, Arthur va s'adapter aux circonstances et aux attentes des Romains comme des dieux. Il va, dans un premier temps, faire construire une table ronde autour de laquelle des individus ayant réalisé des faits d'armes seront réunis pour mener ensemble une action collective qui est la quête du Graal. Comme il l'explique, le choix de la forme est volontaire.
afin que chacun se sente équitablement et également impliqué dans l'action collective. Il le dit dans un des épisodes, je cite, « J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume, en Calédonie, en Carmélide, en Gaune, à Vannes, au pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulue ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. » En agissant de la sorte, Arthur se pose comme un manager qui adopte ce que j'ai appelé la posture 2. Il se pose selon la formule « je suis », je sais que je ne sais ou je ne peux pas tout, je dialogue avec d'autres pour pouvoir mieux faire et je mène. Au-delà de la posture, Arthur a de nombreuses compétences. Incontestablement, il a des ressources et des qualités de meneur pour tenir la place du roi. Il a des compétences et des connaissances dans l'art militaire. Il est l'élu des dieux, il sait apprendre quand c'est nécessaire. Mais surtout, il a une autre qualité. Il connaît ses limites, il doute et il sait qu'il ne peut pas porter une telle action collective seul. Alors, il va s'entourer d'un collectif propre à l'accompagner dans chaque étape. La table ronde est véritablement la représentation de cette compétence clé que va développer Arthur, qui est la capacité à combiner les compétences dont il a besoin au moment opportun. Ainsi, il peut par moments s'appuyer sur la force avec Léo Dagan, la règle avec le père Blaise, la croyance en son caractère d'élu avec Lancelot, la politique avec Gasselin, Dagonet et Lot, et l'invention avec Perceval et Caradoc par exemple. Arthur lui-même détient en partie ces compétences, mais il n'a pas choisi de fonder son autorité sur l'une ou sur l'autre. Il n'a pas choisi de développer une compétence ou plutôt une autre compétence. Il a choisi de travailler à savoir combiner les différentes compétences au moment opportun. Il sait combiner ces compétences et il sait faire avec chacun et trouver une place à chacun qui permette de mener la quête du Graal. Cette forme de management et cette compétence particulière est ce que mes collègues Florence Laval, Fanny Gibert et moi appelons le management plastique. C'est-à-dire que concrètement, la mission ne change pas, la quête du Graal, les valeurs ne changent pas non plus, se battre pour la dignité des plus faibles, mais les modes de fondement de l'autorité d'Arthur et donc les pratiques managériales mises en place peuvent varier en fonction des circonstances et surtout des crises. Ainsi, par exemple, Arthur va être dans l'invention, avec l'idée des souterrains de Caradoc et Perceval, durant la résistance à Lancelot. Il va être également, un autre exemple, dans la négociation avec Attila, en s'appuyant sur la force, représentée par Léo Dagan, la croyance, représentée par Lancelot, et la prudence, représentée par Bohort. À chaque crise, il va savoir s'entourer pour développer et faire s'épanouir ses compétences de meneur. Ce type de manager est encore aujourd'hui assez peu visible en entreprise. Comme nous l'abordions dans l'épisode 1, la posture du 2 pour le manager n'est pas la plus simple à porter. Au-delà, mobiliser la compétence de plasticité, telle qu'Arthur, doit aussi conduire à un vrai travail de réflexivité pour le manager. Ceci pour lui permettre d'identifier les compétences clés qu'il détient et qu'il va développer, celles qu'il veut renforcer par lui-même et celles pour lesquelles il sait qu'il a besoin d'être entouré. Par exemple, Arthur n'aime pas utiliser la force comme compétence clé. Toutefois, il sait qu'il est important de savoir la mobiliser en temps utile. Et il a montré à plusieurs reprises qu'il peut tout à fait la mettre en œuvre lui-même. Mais ce n'est pas son point fort. Aussi, il choisit de mobiliser les aptitudes de Léo Dagan pour bénéficier de cette compétence au besoin. De cette manière, il permet aussi à Léo Dagan de participer activement à l'action collective. Car sinon,
En ne mobilisant que la force, Léo Dagan n'aurait abouti à rien. Ce faisant, Arthur aide aussi Léo Dagan à développer sa compétence clé dans un contexte qui, si Léo Dagan le souhaite, lui offre l'opportunité non seulement de s'épanouir, mais aussi d'apprendre à développer d'autres compétences utiles pour une position de roi pour l'avenir. Léo Dagan ne le souhaitera pas et il ne travaillera donc pas pour cela. Pourtant, la possibilité lui est offerte, comme à tous les autres chevaliers. In fine, avec toutes ces qualités et ce mode de management, Arthur sera perçu comme un grand roi. Il n'a pourtant pas réussi à mener à bien sa quête pour le moment. Il sombre dans la dépression, sous le poids des responsabilités, et il s'enferme dans l'intime conviction qu'il n'est pas fait pour être l'élu, qu'il n'a pas assez de force et pas la capacité pour. Nous verrons dans l'épisode prochain que cet échec peut être interprété comme la difficulté à s'accepter comme un être sensible et intuitif, dans un environnement où les postures virilistes dominent largement. Pour conclure cet épisode, on peut dire que Arthur incarne un mode de management difficile à porter mais très efficace en situation de crise permanente. C'est le mode de management plastique qui fonde la compétence clé et donc fonde l'autorité du manager sur la capacité à combiner les compétences utiles en fonction des circonstances. Toutefois, c'est un mode de management qui nécessite à la fois de grandes capacités d'écoute, de dialogue, mais aussi de réflexivité sur ses actes, sur sa posture et sur ses capacités. Et ce mode de management n'est pas toujours compris par l'environnement proche et aussi par les collaborateurs. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé « L'impossible place du féminin, Guenièvre ou l'acceptation de l'intuition et de la sensibilité » pour approfondir la compréhension des pratiques de management en situation de crise. Ce podcast est disponible sur Spotify et YouTube.